Le grand oral RTBF le soir, Jacques Kremers. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le Grand Oral, l'interview d'une personnalité par 3 journalistes des rédactions de la RTBF et du Soir. Et celui que nous recevons aujourd'hui, c'est un économiste, membre de l'Académie royale de Belgique. Bonjour Bruno Coleman. Bonjour. Au sommaire de cette émission, cette interrogation, tout d'abord concernant le secteur bancaire, avec en début de semaine prochaine un conseil d'entreprise extraordinaire convoqué chez ING. Comment se portent nos banques? Quel est leur avenir? Ce sera votre face-à-face avec vous, Benoît Julie. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes journaliste au Journal Le Soir. Bonjour. Alors effectivement, nous allons aborder cette question de la crise dans le secteur bancaire. Plus de 20 000 emplois qui ont disparu dans les banques en 15 ans. C'est pas fini manifestement puisqu'on évoque une très très forte restructuration chez ING pas plus tard que lundi. Donc on va évoquer avec vous tous les facteurs qui entrent en jeu dans ce secteur qu'on compare parfois à la sidérurgie de la fin du siècle passé. Nous reviendrons aussi sur l'action économique des pouvoirs publics car les projets des différents gouvernements wallons et fédéral ne manquent pas. Au fédéral, il est notamment question d'une réforme de l'impôt des sociétés, mais il y a aussi le projet de loi sur la flexibilité au travail. Ce sera avec vous, Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information et des sports à la RTBF. Et on va se poser une question toute simple. Qui contrôle l'économie? Qui peut avoir les leviers, même des tout petits? On a l'impression parfois que le pouvoir public, pouvoir politique ne contrôle plus rien et amuse la galerie, parle de racheter des terrains quand les entreprises sont parties, on parle de Caterpillar. Je pense que c'est intéressant, d'autant plus que malgré tout, on se pose des questions, si Trump ou Clinton l'emporteraient, l'économie pourrait-elle changer dans le monde? Donc, qui a encore du pouvoir dans ce dossier-là? Nous parlerons ensuite de la monnaie européenne. C'est en effet l'un des sujets, Bruno Coleman, que vous nous avez proposé. L'euro assorti d'une rigueur budgétaire. Était-ce une erreur? Nous en débattrons tous ensemble tout à l'heure. Et puis, nous terminerons par notre question posée par vous, auditeurs, lecteurs et téléspectateurs. Elle concerne l'argent liquide, un mode de paiement en voie de disparition. C'est parti pour 40 minutes. Nous sommes en radio sur la première, en télévision sur la 3 et sur Internet. Bruno Coleman, les syndicats ont dit cette semaine tout le mal qu'ils pensaient de l'action du gouvernement fédéral en manifestant dans les rues de Bruxelles. Vous êtes économiste, alors essayons d'objectiver le débat. Quel est l'état de santé de l'économie belge aujourd'hui ? Je dirais que l'économie belge, collectivement, sort difficilement de la crise de 2008, mais que de manière plus ciblée, de manière individuelle, des chocs en matière d'emploi et le malaise syndical montrent que cette croissance, même modeste, n'est pas bien partagée. Alors globalement, de quoi parle-t-on? On parle d'un taux de croissance qui sera l'année prochaine de 1,2%. C'est faible sous l'angle historique, mais c'est pas négatif. On parle d'un taux de chômage de l'ordre de 8 à 8,5%, ce qui est bien moindre qu'en France, mais bien plus important qu'en Allemagne. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que nous traversons un choc sociétal d'une envergure inimaginable, à savoir que nous rentrons dans l'ère de la digitalisation, l'ère de l'automatisation des processus. Et si dans un premier temps l'industrie a été touchée, aujourd'hui c'est l'industrie des services qui est impactée. Et donc tout ce qui est automatisable sera numérisé à un certain moment. Et comme l'industrie des services représente à peu près 70% du PIB, donc de la richesse nationale, c'est un secteur maintenant qui globalement va être impacté lourdement en termes d'emploi. Donc ça c'est une réalité, donc un nouveau monde se crée. Alors les plus optimistes diront que les mutations maintenant en matière d'emploi, ça reflète une destruction créative inhérente à l'économie de marché. Les plus pessimistes diront qu'on va tous être remplacés par des robots dans 20 ans. Je crois que la réalité se trouvera entre les deux. Mais en tout cas, il y aura un problème de quantité de travail, de qualité de travail, et puis peut-être même de culture du travail. Alors est-ce que la promesse du gouvernement fédéral, jobs, 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 est-ce que cette promesse-là, pour l'instant, elle est tenue? Vous savez, l'économie sécrète normalement son lot de création d'emplois et il est bien trop tôt pour savoir si effectivement les exonérations en matière de charges sociales vont créer de l'emploi. Ce qui est plus inquiétant, je crois, mais on pourra en reparler un peu plus tard, c'est de savoir quel type de partenariat le gouvernement va articuler avec les grands pourvoyeurs d'emplois, puisqu'en fait, l'emploi ne se crée pas de manière spontanée, l'emploi se crée dans un certain contexte. Mais l'autre problème de l'économie belge, et qui est un peu gommé parce que les taux d'intérêt sont bas,
c'est le problème de la dette publique. C'est un problème d'ailleurs qui est européen. La dette est gigantesque, elle va d'ailleurs s'accroître au rythme du paiement des pensions, et c'est un problème qui est quasiment insoluble sans inflation et sans croissance. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, faute d'avoir de l'inflation, on va devoir régler peut-être de manière non conventionnelle cette immense hypothèque que nous avons fait peser sur les générations suivantes. Donc une situation qui est pas mauvaise d'un point de vue macroéconomique, mais qui suscite des points de faiblesse, en tout cas des points d'attention, dans le domaine de l'emploi, de la mutation technologique et des dettes publiques. Alors il y a la question du pouvoir d'achat. Cette semaine, Marc Leemans, le président national de la ACSC, nous disait le gouvernement a pris 1 200 € à chaque citoyen belge depuis le début de la législature. Est-ce que effectivement le pouvoir d'achat s'érode progressivement ? Je ne serais pas étonné qu'il s'érode, parce que d'abord l'épargne en tant que telle ne sécrète plus beaucoup de revenus. Or, l'inflation, même modeste, érode le patrimoine. Et puis, en matière de consommation courante, je crois que certaines mesures, comme par exemple l'augmentation de la TVA sur l'électricité, jouent un rôle beaucoup plus important que des réductions d'impôts. Donc, selon les classes de citoyens, il doit y avoir des pertes de pouvoir d'achat. Et je ne sais pas si c'est dans l'envergure de ces 1 200 €, mais en tout cas, ça doit être de plusieurs centaines d'euros, effectivement. Alors, une réaction aussi sur un autre sujet d'actualité cette semaine, c'est l'option de rachat de Brussels Airlines par la Lufthansa. On assiste une nouvelle fois à un centre de décision qui va filer, s'en aller à l'étranger, Bruno Coleman. Oui, et c'est très grave parce que ça s'inscrit dans une séquence qui a commencé en 88 avec la perte de la Générale de Belgique. Et finalement, ma génération a assisté à un détricotage complet de l'économie belge, dont une grande partie était vendue à l'étranger. Alors c'est vrai que quand il y a une vente à l'étranger, certains, de manière un peu candide, essaient de faire croire que les centres de décision vont rester en Belgique. Ce n'est évidemment pas le cas. Et donc, quand on prend l'angle large du temps de cette problématique, on se rend compte que l'État était géré de manière approximative, par soustraction, et n'a surtout pas créé de partenariat stratégique, patronale, en tout cas n'a pas créé une intimité suffisante avec les grandes entreprises pour s'assurer que nous puissions garder en Belgique des centres de décision. Et quand je parle de 88, ça a été la perte de la Générale de Belgique. 10 ans plus tard, en 98, ça a été des EPA en rafale sur le BEL 20 qui ont vu partir à l'époque BBL chez ING, Royal Belg chez AXA. Et d'ailleurs, ce ne sont pas peut-être des coïncidences si on voit maintenant que ce sont ces entreprises-là qui licencient lourdement. 2008, c'était la perte, bien sûr, de Fortis. Et donc, aujourd'hui, nous sommes un pays petit, mais qui n'a pas, contrairement au Luxembourg ou à la Suisse, développé des centres de décision, on va dire, d'un maillage très serré avec l'État. Et si ce partenariat avait existé, je crois qu'on aurait pu garder, par conviction, on va dire, par une émotion collective, une stratégie globale pour le pays. Et finalement, au rythme de la mondialisation, ce pays s'est fragmenté. Et il est tellement fragmenté maintenant qu'on devient de plus en plus petit alors que le marché se globalise. Alors, dans un instant, nous allons parler d'un acteur économique important, à savoir le secteur bancaire, un secteur que vous connaissez bien, Bruno Coleman, et ceci à la veille d'une importante réunion chez ING. Le grand oral, RTBF le soir. La banque ING ou un conseil d'entreprise extraordinaire doit avoir lieu lundi et l'on évoque une possible restructuration importante. Les banques, c'est un secteur donc que vous connaissez bien, Bruno Coleman. Vous êtes d'ailleurs en charge aujourd'hui du service économique à la banque de Grove. Alors, quel est l'état du secteur? Nos banques ont-elles les reins solides? Vos réactions et vos réponses sur ce thème, c'est avec Benoît Judy. Eh bien, vous l'avez dit, vous connaissez bien le secteur bancaire, vous avez même été administrateur délégué d'ING dans les années 2000. On sait qu'évidemment la direction de cette banque est tenue aux impératifs de respect de la procédure Renault, mais ceci étant, on s'attend effectivement à une restructuration très très lourde ce lundi. Est-ce que vous avez déjà un avis à ce sujet? Est-ce que vous attendez vraiment à ce dont on parle, une saignée de multiples fermetures d'agences, transferts de statuts, etc. Si on en croit la presse, ça va être massif. On parle effectivement de plusieurs milliers d'emplois, on verra bien si c'est le cas. Mais pourquoi finalement? Il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, les taux d'intérêt sont négatifs, sont très bas. Et donc la matière première qui est fabriquée par les banques, à savoir la monnaie, subit un phénomène d'érosion
d'érosion de la monnaie elle-même, mais aussi des marges bancaires. Ça, c'est une chose. Mais l'autre phénomène qui est tout aussi important, c'est cette fameuse digitalisation, cette numérisation. Aujourd'hui, la banque se porte dans un smartphone et donc la manutention humaine devient de moins en moins importante. Et finalement, ce qui est paradoxal, c'est que les banques qui se sont les plus digitalisées sont celles qui, justement, vont être capables de licencier le plus de personnes. Donc, elles vont avoir un double avantage concurrentiel, non seulement celui d'être bien informatisées, mais en plus de devoir ou de pouvoir se délester d'une partie du personnel. Alors, vous évoquez la faiblesse des taux. Mais ceci étant, on voit quand même qu'il y a ce contexte est valable pour toutes les banques. Certaines s'en sortent quand même mieux que d'autres. Donc pourquoi certaines maintenant sont-elles dans une situation si difficile qu'elles doivent restructurer dans cette ampleur, alors que d'autres ont quand même dernièrement affiché des ambitions de croissance et des perspectives même positives? Mais vous avez raison, il y a certaines banques qui ne le font pas. D'ailleurs, par exemple, Belfus, qui est une banque d'État, manifestement réussit très très bien son changement d'orientation et a confirmé qu'elle ne licencierait pas. Donc je crois que ça répond en grande partie à une logique actionnariale, peut-être imposée de l'étranger, mais c'est la preuve quand même qu'il y a un malaise maintenant dans le secteur bancaire. Alors on a dit pendant très longtemps, vous y avez fait référence, que les banques c'était la sidérurgie des années 2000 ou 2010. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques ont profité d'un effet d'aubaine extraordinaire, à savoir que les taux d'intérêt ont baissé depuis les années 80 et que l'inflation a encore plus baissé que les taux d'intérêt. Donc les banques ont profité d'un vol plané sur cette baisse de taux d'intérêt qui leur a permis de traverser l'année 2000, de rentrer dans la zone euro sans à-coup. Maintenant, je suis chagriné d'entendre ce que j'entends chez ING. Moi, j'ai donné plus d'une dizaine d'années de ma vie à cette entreprise que j'ai tant aimée. Il ne faut pas oublier deux éléments, et je crois que ça doit faire partie d'une équation sociétale plus importante. La première, c'est que ce sont les États, donc nous les contribuables, qui avons sauvé les banques en 2008. Alors c'est vrai qu'ING n'a pas été aidé par l'État belge, mais par l'État hollandais, mais tous les États ont dû aider toutes les banques. Il eût été impossible de concevoir qu'un État refuse d'aider ses propres banques, puisque ces banques sont toutes en réseau les unes avec les autres. Et l'autre élément, c'est que le personnel joue un rôle très très important dans le sauvetage des banques en termes moraux, puisque les clients ont dû être rassurés par des guichetiers, et que tout ça, je trouve, a un certain poids moral. Donc j'espère que dans ces licenciements bancaires, ça se fera dans des conditions sociales acceptables, et surtout que les banques vont assumer leur responsabilité de devoir recycler le personnel, qui est parfois monocarrière, c'est-à-dire a fait toute sa carrière dans la même entreprise. Mais pourquoi est-ce que c'est systématiquement, et en particulier d'ailleurs dans le secteur bancaire, le personnel qui est la variable d'ajustement? Parce que dans toute structure de coûts, évidemment, il y a pas mal de variables. Pourquoi c'est systématiquement le personnel qui en fait les frais? Et en particulier dans ce cas-ci, si la restructuration est annoncée telle qu'on l'attend. Mais c'est une excellente question, et la réponse, de manière un peu brutale, est que c'est le personnel qui sert de variable d'ajustement, parce que les banques mutent vers un système informatique. En réalité, les banques de demain, ce seront des sites internet plus ou moins conviviaux. C'est déjà maintenant le cas dans la plupart des banques belges. Et en fait, le support humain est donné en agence notamment, mais simplement pour des situations d'exception. Donc, c'est-à-dire que le métier bancaire, le flux bancaire n'est plus animé au travers d'agences, mais par la relation Internet. Et donc, c'est un monde qui change, c'est un monde qui évolue, mais je le dis avec tristesse, parce que la banque est fondée d'abord sur une relation de confiance, et la confiance, si elle peut être soutenue par un système informatique, dépend d'abord de la qualité des personnes qui l'animent. Fondamentalement, on parle beaucoup de concurrence. C'est toujours un contexte de concurrence dans lequel s'inscrivent toutes ces restructurations. Quand on parle de Caterpillar, on voit où est la concurrence, on voit que c'est difficile de vendre encore des machines en Asie ou de subir la concurrence de machines qui seraient fabriquées dans d'autres continents où les coûts sont moins élevés. Pour les banques, on a quand même un petit peu plus de mal à comprendre où se situe la concurrence, à quoi elles doivent s'adapter, si ce n'est qu'elles se font la concurrence entre elles, mais on ne voit pas des banques asiatiques qui viendraient concurrencer des banques belges sur leur propre terrain en Belgique, par exemple. Donc quels sont ces facteurs de concurrence finalement auxquels elles font toujours appel pour justifier de telles décisions ? Je crois que ce sont essentiellement des facteurs de rentabilité actionnariale et que donc les banques qui ont fort souffert depuis 2008 essayent de récupérer un niveau de rentabilité satisfaisant parce que les banques sont dans la quasi-impossibilité de lever des capitaux frais. Il y a peu d'actionnaires en banque et c'est un secteur qui, si on dit qu'il va bien et qu'il est liquide et solvable, n'est pas bien coté en bourse. Il faut savoir que les banques en bourse valent la moitié de ce qu'elles valent dans leur propre comptabilité. Donc il y a manifestement un malaise auquel les banques essaient de répondre par des compressions de personnel. Mais vous avez raison de dire que c'est un secteur qui n'est pas en concurrence comme peuvent l'être d'autres entreprises parce qu'il y a une proximité très étroite entre les banques et les États. Et d'ailleurs, c'est un peu vexant, je crois, voire embarrassant pour le ministre des Finances d'avoir lancé il y a quelques mois
un groupe de travail qui était destiné à promouvoir la place de Bruxelles et de se rendre compte qu'à quelques semaines d'intervalle, une grande compagnie d'assurance, AXA pour ne pas la nommer, et ING, sans doute demain ou après-demain, vont annoncer des plans de licenciement assez importants. Alors on voit aussi dans le domaine bancaire, on parle de la Belgique, mais on voit qu'en Allemagne ça va très très mal. La Deutsche Bank a vu son cours de bourse s'effondrer. Merkel n'entend pas manifestement aider cette banque. Donc, et là on parle vraiment d'une banque systémique comme on l'entendait avant la crise de 2008. Donc est-ce qu'on va au-devant d'une nouvelle grave crise bancaire qui pourrait avoir de nouveau des répercussions importantes dans l'économie réelle, si on peut faire cette distinction? Je ne crois pas, parce que les banques sont plus solvables et beaucoup plus liquides qu'auparavant. Leur niveau de risque a été diminué. Il ne faut pas oublier que la crise de 2008 est en fait le résultat d'erreurs de gestion graves en termes de manque de diversification des risques. Ceci étant, il ne faut pas croire que les États ne vont pas aider les banques. Il est inconcevable d'imaginer que Deutsche Bank, par exemple, ne soit pas aidée par les Länder ou par l'État fédéral allemand, parce que justement, cette banque est systémique. Bien sûr, le message de l'aide ne peut pas être donné parce que ça confirmerait qu'il y a vraiment un problème de capitalisation, d'apport de capitaux frais. Et donc, c'est un message qui doit être exprimé en dernier recours. Mais il est évident que les États vont devoir aider les banques. Alors, je sais qu'au niveau européen, d'autres règles s'appliquent, comme le fait que les déposants, comme à Chypre, devraient participer au sauvetage des banques. Mais dans la réalité, c'est inconcevable parce que ça crée des effets dominos. Voilà donc pour ce chapitre consacré au secteur des banques, et nous verrons donc lundi ce qu'il adviendra donc de la décision du conseil d'entreprise extraordinaire convoqué chez ING. Cette actualité-là, elle s'inscrit bien évidemment dans un contexte politique et économique plus large où les projets des différents gouvernements ne manquent pas. On en a parlé, la réforme de la fiscalité, l'augmentation de la flexibilité. L'objectif, c'est bien sûr de créer de nouveaux emplois. Que faut-il en penser? Ces pistes sont-elles les bonnes? Bruno Coleman, c'est votre face-à-face avec Jean-Pierre Jacquemin. Bruno Coleman, j'enchaînerai bien immédiatement. Est-ce que vous pensez réellement que les mesures qui sont sur la table, même si elles peuvent être contestées par certains parties de la société belge, est-ce que ces mesures vont vraiment avoir une efficacité? Les mesures en matière mesures gouvernementales. Oui, les mesures gouvernementales, la flexibilité, tout ce qui est mis sur la table, est-ce que réellement c'est de l'ordre de redresser l'économie? Autrement dit, je reviens à ma question de tout début de cette émission, est-ce qu'il y a un moyen de contrôler l'économie? Beaucoup moins qu'auparavant. Parce que les entreprises sont d'envergure mondiale, elles sont souvent pour les champions de demain en position monopolistique, elles sont étrangères, et en fait elles sont capables de créer ou de détruire les classes moyennes dans les pays selon les poches de rentabilité. Et donc l'impôt des sociétés, par exemple, que l'on veut diminuer, est-ce avec un but réaffirmé régulièrement par le Premier ministre, jobs, est-ce que diminuer l'impôt des sociétés a une valeur pour créer de l'emploi? Je le crois, parce que l'argument qui est utilisé, c'est que notre taux d'imposition est plus élevé que celui d'autres pays. Donc, ça ne peut concerner que des groupes étrangers qui pourraient vouloir s'installer en Belgique, ou en tout cas ne pas la quitter. Les entreprises belges n'ont pas le choix que d'être elles-mêmes localisées en Belgique. Alors, je crois qu'on a un problème en matière de fiscalité qui est bien plus large que l'impôt des sociétés, c'est qu'on a un état-providence onéreux qu'on doit alimenter en recettes fiscales, mais l'impôt des sociétés est un point de comparaison majeur pour les implantations étrangères. Et comme les États maintenant sont mis en concurrence les uns avec les autres, nolens volens, par des entreprises d'envergure mondiale, un peu comme si ces entreprises survolaient le globe terrestre, on doit être capable de les attirer pour que le capital se sédimente. Et c'est d'autant plus vrai en Belgique que nous sommes une économie de transit. C'est-à-dire que le capital peut passer de la Hollande à la France en quelques dizaines de minutes au travers d'un camion, et que donc on doit trouver des avantages concurrentiels. Ça avait été l'idée d'un notionnel à une certaine époque, mais maintenant on doit faire une réforme. Et j'ajouterai simplement un point rapidement, c'est que vouloir faire une réforme à l'impôt des sociétés avec un impact budgétaire neutre n'a aucun sens. On ne réforme pas l'impôt des sociétés en n'en diminuant pas globalement la charge. Donc la seule possibilité, c'est de faire des économies, pas de répartir les recettes différemment. Et donc, quelque part, vous pourriez suivre la NVA qui dit les économies, on doit la faire en sécurité sociale parce que c'est le seul endroit où il resterait des marges, où il y a moyen de trouver de l'argent. Ah, moi, j'ai tout à fait une autre vision. Je pense qu'à partir du moment... j'ai tendance, ayant dirigé la Bourse de Bruxelles, de croire que les marchés donnent un message à l'économie. Et quand les taux d'intérêt sont nuls, sont négatifs, c'est le message que les États peuvent maintenant s'endetter à coût nul
pour pouvoir alors alimenter un déficit budgétaire, même de dépenses courantes, mais faire des investissements, et que c'est justement maintenant qu'on ne doit pas faire d'économies. Donc, mais je ne comprends plus, moi. Vous nous avez dit tout à l'heure que un des pires boulets de la Belgique, c'était sa dette publique. Oui. Et vous nous dites, endettez-vous. Ce n'est pas du tout contradictoire. On aura un problème à terme de remboursement de la dette, mais de manière circonstancielle quand les taux d'intérêt sont si bas, c'est-à-dire que l'État va devoir rembourser moins que ce qu'il emprunte. Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. C'est clair que l'endettement global est inabsorbable par la richesse nationale et que donc, à un certain moment, on devra sans doute rééchelonner les dettes, les étaler dans le temps, mais de manière on va dire circonstancielle, à plus court terme, c'est bien sûr maintenant qu'on doit faire des investissements. D'ailleurs, toute la logique qui a été énoncée par le plan Juncker et dans une moindre mesure par Charles Michel vont dans le même sens. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on s'obstine à vouloir imposer des normes proches de celles de Maastricht, c'est-à-dire un désendettement structurel des États, alors que nous sommes dans une déflation, une récession qui a elle-même été créée ou suscitée à tout le moins par les programmes d'austérité et de rigueur qui avaient été mis en œuvre pour sauver la zone euro. Donc, votre recommandation au gouvernement fédéral qui doit plancher là maintenant sur un déficit budgétaire passé de 2,4 à 4,2, se dire, allez, laissez aller, allons au-delà de 2018 pour l'équilibre budgétaire et faisons sauter ce déficit à 3%, cher à Maastricht. Mais bien sûr. D'abord, la plupart des pays n'arriveront pas à restreindre ce déficit budgétaire. La plupart des pays n'arriveront aucunement à diminuer leur taux d'endettement par rapport au PIB. Et donc, il faut avoir la lucidité de comprendre que la rigueur et l'austérité sont complètement contre-productives en période de moindre croissance. Enfin, il ne faut pas être un grand économiste pour comprendre que contraindre une économie sous forme d'économie, alors que l'économie est tétanisée elle-même par la peur de la perte d'emploi, c'est une erreur. Vous avez dit tout à l'heure... Quand on voit ING, quand on voit Caterpillar même, c'est des restructurations, des pertes d'emploi pour faire plaisir à l'actionnariat. Est-ce que de réduire l'impôt des sociétés de 34-35% à 24, voire 20%, comme le veut le ministre des Finances, ce n'est pas faire simplement plaisir à l'actionnariat, c'est-à-dire donner des dividendes à la fin de l'année? Alors ça, c'est tout ce que vous citez maintenant, et le dilemme dans lequel tous les gouvernements sont, et surtout les gouvernements de petits pays. Ils doivent être à la fois attractifs, mais en même temps être justes. Et effectivement, quand on baisse l'impôt des sociétés, on baisse normalement la charge qui est imposée à l'actionnaire. Mais on peut imaginer des voies intermédiaires, et d'ailleurs c'était mon invention des internationaux selon la mouture que j'avais formulée dans un premier temps, c'est qu'on pourrait imaginer que les entreprises, par exemple, bénéficient d'une baisse de taux d'impôt, mais que l'économie fiscale soit pendant un certain nombre d'années conservée dans l'entreprise sous forme d'autofinancement et ne puisse pas être distribuée sous forme de dividendes. Ça voudrait dire que l'entreprise augmente ses capitaux propres, bénéficie d'un apport de liquidité, mais en même temps d'une charge fiscale qui est moindre. Donc il y a toute une série de modulations qui sont envisageables. Vous vous sentez un peu Dr Frankenstein? Vous avez créé un animal qui vous a échappé finalement? Mais j'ai créé cet animal en 99 à l'époque où le coût du capital était très important, par souci de cohérence fiscale. C'est vrai que ça a créé des effets d'aubaine et qu'à le refaire, il aurait fallu évidemment lier les internationaux à des objectifs en matière d'emploi ou d'investissement. Ceci étant, j'ai dit depuis maintenant 3-4 ans qu'ils avaient moins de pertinence qu'auparavant, puisque les taux d'intérêt ont baissé, et qu'en période de crise économique, ce n'est pas le financement des entreprises qu'on doit favoriser, notamment au travers des notionnels, mais c'est l'investissement. Et ce qui m'étonne d'ailleurs dans les projets de réforme de l'impôt des sociétés, c'est qu'on n'a pas réintroduit, par exemple, la déduction pour investissement. Au contraire, on veut limiter les amortissements des biens acquis, alors qu'on devrait promouvoir l'emploi et l'investissement. En récession, c'est ce qu'on doit faire. Donc, l'avantage bilantaire doit être modifié par rapport à ce qui avait été imaginé il y a une vingtaine d'années. Et ce que je voudrais aborder aussi avec vous, c'est qu'on voit bien ces pertes d'emploi, j'allais dire à l'infini, et quand vous dites vous-même que la banque, le guichet de la banque, la personne qui est dans le guichet de la banque est maintenant dans mon smartphone, et voire beaucoup plus efficace, quels sont les emplois qu'on peut créer, et en quoi est-ce que vous voyez des signaux qui vont nous permettre d'avoir une économie basée sur le monde digital, avec des emplois dans le monde digital, ici en Belgique, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre? Eh bien, ce sera très compliqué parce que les compétences attirent les compétences et que l'innovation se crée par grappe d'entreprises. C'est-à-dire qu'il faut avoir une masse critique de personnes qui travaillent sur les mêmes métiers pour avoir à un moment des émergences de connaissances et d'innovation, ce que les Américains ont parfaitement réussi, notamment à la Silicon Valley. Et qu'on voit les Indiens faire également, voire les Chinois. Voilà, les Indiens et les Chinois le font. J'étais en Corée il y a 2 ans, c'est tout à fait stupéfiant. Là-bas, il y a des villages de 20 000 docteurs dans des disciplines
disciplines diverses qui sont mis ensemble pour susciter l'innovation au profit de grandes entreprises avec de grands partenariats. En fait, on sort du problème de l'économie digitale avec un bon partenariat entre l'État et les entreprises et surtout avec une réorientation massive de l'enseignement. Finalement, le monde de demain, c'est malheureusement, heureusement, un monde de sciences exactes. Et donc, on doit absolument promouvoir les sciences exactes dans nos universités, dans nos enseignements, et croire qu'on peut simplement continuer à former les jeunes comme ils l'ont été il y a 20 ans est une erreur complète. Donc, il faut repenser l'enseignement. Moi, j'enseigne dans plusieurs universités depuis un grand nombre d'années, et je me rends compte que finalement, les programmes ont peu changé. Le monde, lui, a changé. On va revenir au pouvoir politique, à la possibilité du pouvoir politique. Je relisais, c'était dans un journal confrère, néanmoins concurrent, l'histoire de la création d'InBev. Et on disait, c'est Edmond Le Burton, ministre de l'économie à l'époque, qui à un moment a pris la famille de Mévius qui détenait Jupiler, Pied de Bœuf, et qui a mis avec les Spoulberg qui détenaient à l'époque Artois, et qui les a mis ensemble en disant, si vous restez chacun de votre côté, vous allez mourir. Et puis bon, maintenant on a un groupe mondial qui n'appartient plus beaucoup à la Belgique, reconnaissons-le. Est-ce que vous croyez que ce genre de choses est encore possible maintenant ? Évidemment. Et pourquoi ça ne se fait pas ? Mais parce que, j'ai une explication à ça. Je crois que la Belgique a souffert d'un mal accablant, c'est que l'État n'a pas assez donné confiance. En fait, ce qui s'est passé dans ce pays, c'est que certains groupes, bien sûr, ont émergé. D'autres pays comme le Luxembourg ou la Suisse arrivent parfaitement, malgré leur petite taille, à avoir des champions. Par exemple, le Luxembourg s'est développé dans le domaine bancaire dans des proportions tout à fait inouïes, notamment en matière de gestion de fonds. On connaît les grandes entreprises suisses aussi. Oui, en faisant également du dumping fiscal. C'est vrai. Qui coûte très cher à l'Europe, y compris à la collectivité, c'est vrai aussi. Mais l'État n'a pas donné confiance dans notre pays. Et en fait, le patronat est parti sur la pointe des pieds, tandis que le dialogue social au niveau syndical n'a pas été de bonne qualité. Eh bien, tous ces éléments mis ensemble ont fait que l'État n'a plus donné confiance et que l'investissement à long terme dans ce pays a suscité la défiance plutôt que la confiance. Précisément, Bruno Coleman, un pacte national pour les investissements stratégiques, c'est l'un des projets avancés par le Premier ministre. Est-ce que ça peut donner confiance ? Ça peut donner confiance à long terme, mais ne soyons pas naïfs. Ce sont des investissements dont les effets en matière d'emploi et d'entraînement, de traction sur la consommation vont s'échelonner peut-être sur 10 ans. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi on y pense maintenant. Comment est-il possible que ce soit la circonstance de licenciement qui, tout d'un coup, fasse émerger l'idée de travaux publics importants ? Il faut savoir que les dépenses d'investissement dans le budget de l'État ne représentent que 5% du budget de l'État, c'est-à-dire rien du tout. Le budget de l'État, c'est quasiment des dépenses courantes. Donc, évidemment, il faut le faire avec des projets précis. J'espère simplement que ça ne va pas être une idée en l'air qui sera abandonnée au même rythme qu'on a déjà oublié quasiment l'affaire Caterpillar. Si je vous écoute et que je reprends différents éléments, l'enseignement n'est pas à la hauteur, la politique n'est pas à la hauteur, les patrons s'en sont partis sous la pointe des pieds, qu'est-ce que vous dites aux jeunes Belges ? Exilez-vous ? Pas du tout. Je dis étudier. Je dis étudier, apprenez sans cesse, ouvrez-vous au monde, ne partez pas. Allez peut-être courir le monde pour l'apprentissage de vos cultures, mais croire qu'on va trouver son salut hors de chez soi serait vraiment accablant. Non, au contraire, je leur dis étudiez, saisissez ces immenses efforts qu'on a déployés dans l'enseignement, qui ne sont peut-être pas tout à fait parfaits, je viens de le dire, mais en tout cas profitez de cette masse de matières premières qu'on vous donne pour devenir des adultes intelligents. Parce qu'on a des gens qui sont multilingues, des gens intelligents, des gens flexibles, on a beaucoup de qualités dans ce pays. Mais de quelle partie de la population belge parle-t-on ? Parce que quand on parle de ces emplois digitaux, on parle de gens, vous avez évoqué régulièrement les universitaires, il faut choisir les sciences exactes, etc. Mais on parle quand même d'une proportion de la jeunesse quand même relativement réduite. Et je trouve que vis-à-vis d'autres personnes qui ont d'autres ambitions, l'avenir qui pour l'instant est proposé, si vraiment c'est la digitalisation, si vraiment on ne peut pas trouver son bonheur simplement derrière un bureau en offrant un service aux clients, c'est même assez inquiétant. Oui, c'est inquiétant, mais je ne parle pas que des universitaires. Il y a un gros problème qui se pose, par exemple, en matière d'enseignement professionnel, technique et professionnel, qui était considéré comme un enseignement résiduel, voire de mauvaise qualité. De relégation. De relégation. Alors que d'autres pays, comme la Hollande et l'Allemagne, en ont fait des vecteurs de croissance. En Hollande, on peut changer, on peut passer du traditionnel au technique et professionnel par tranche de 2 ans. En Allemagne, il y a des systèmes de cooptation des jeunes par les personnes âgées. Donc on peut très très bien développer des systèmes de partenariat entre générations et dans différents métiers. Le danger, c'est la classe moyenne, c'est-à-dire les personnes qui sont bien qualifiées, mais pas suffisamment
que pour n'être pas remplaçable par une application... Une classe moyenne dont on dit qu'elle se paupérise de plus en plus. Elle se paupérise, alors peut-être moins en Belgique que dans d'autres pays, parce que heureusement, nous avons un système social qui est un tamis, qui est un matelas, qui permet de sauver quand même un grand nombre de personnes, mais c'est clair que ce système social se finance par l'endettement, et donc on en revient à son coût qui devient prohibitif, mais la Belgique a développé, il faut quand même en être content, un système qui socialement est plutôt équitable. Moi je suis pour la justice redistributive. Alors vous avez évoqué il y a quelques minutes, Bruno Coleman, les critères de Maastricht. Eh bien, nous allons nous projeter à l'échelon européen et parler à présent de l'euro. Le grand oral, RTBF le soir. La monnaie européenne qui est commune aujourd'hui à une vingtaine d'États membres de l'Union européenne dans la zone euro. Et la question que vous posez, Bruno Coleman, c'est de savoir si l'euro a sorti d'une rigueur budgétaire. Et on vient d'en parler, ce n'est pas une erreur. Alors, votre réponse ? Ma réponse, et je l'ai souvent écrit, c'est que ça a été une erreur. L'euro, c'est le produit d'une circonstance historique. C'est en fait la réunification allemande, au terme de laquelle on a demandé aux Allemands d'abandonner la souveraineté monétaire pour recouvrer la souveraineté territoriale. Finalement, c'est le dernier alinéa du traité de Yalta qu'on a dû aborder. Alors, l'euro, c'est quoi ? C'est l'Allemagne qui a prêté ses conditions d'emprunt aux pays du Sud, qui eux-mêmes en ont bénéficié. L'Allemagne a plus dû réévaluer sa monnaie. Les pays du Sud ont bénéficié de conditions d'accès au marché financier tout à fait exceptionnelles. Mais dès 2011-2012, les vices de fabrication sont apparus, notamment le fait qu'il n'y avait pas de gouvernement en commun, notamment le fait que les finances publiques n'étaient pas mises en commun, qu'il n'y avait pas d'eurobonds, qu'il n'y avait rien du tout. Et donc l'euro est une monnaie qui reste fragile. Comme elle était fragile en 2011-2012, au moment de la crise grecque, on en a fait une devise très forte, beaucoup trop forte, pour qu'elle reste crédible, pour qu'elle ne soit pas expulsée du bilan des autres banques centrales. Et comment est-ce qu'on fabrique une monnaie forte avec des taux d'intérêt qui restent trop élevés? On a finalement dû les baisser, et en imposant la rigueur et l'austérité pour en faire une monnaie ascétique. Mais cette monnaie ascétique est devenue récessionnaire, est devenue déflationniste, et donc en 2015, après 4 ans d'immobilité, on a dû admettre qu'on s'était trompé, et on a dû ouvrir les vannes de la création monétaire, chose qu'avaient fait les Anglais et les Américains depuis 2009. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner la monnaie européenne? Pas du tout. La monnaie européenne est un fait qui est acquis. Certains prix Nobel comme Stiglitz en parlent de manière un peu critique, et je crois qu'ils ont raison. Mais en même temps, on ne change pas une monnaie, on n'abandonne pas une monnaie. Abandonner une monnaie, ce serait une catastrophe, parce que ça voudrait dire que toute l'épargne constituée, tous les flux monétaires seraient pulvérisés, et que bien sûr le secteur bancaire en serait complètement détruit. Non, mais ça veut dire qu'il faut avoir une politique monétaire qui soit d'abord axée, comme les Américains, sur des objectifs d'économie. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne ne doit pas se limiter à gérer l'économie avec un taux d'inflation à la clé, ou en tout cas en cible, mais de manière holistique, de manière globale, avec notamment le niveau d'emploi. En fait, c'est ce qu'on n'a pas fait pendant ces dernières années. Alors de manière un tout petit peu, on va dire, maquillée, on en tient compte maintenant, mais cette austérité, cette rigueur, pour répondre à votre question, c'était une erreur. Et de toute façon, ça ne figure pas dans les statuts de la BCE d'avoir cette vision holistique. C'est pas pour ça qu'elle a été prévue. C'est vrai, parce que la Banque Centrale Européenne a adopté quasiment à l'identique les statuts de la Bundesbank, mais c'est pas parce que quelque chose a été fait que c'est bon. Et donc, avoir une monnaie dont la quantité et dont les flux sont uniquement pilotés par sa propre dépréciation, c'est-à-dire 2% d'inflation, moi, je trouve ça bizarre. Je crois que la monnaie, c'est un fait politique, et que la monnaie peut être utilisée pour stimuler une économie. Et la preuve en est, c'est que c'est ce qu'on fait maintenant. En fait, maintenant, en tout cas au terme des programmes de création monétaire, la Banque Centrale Européenne aura fait, comme au Japon, aux États-Unis et en Angleterre, aura mis en œuvre un riescompte de dette publique pour à peu près 20% des dettes publiques de la zone euro, et donc, on va dire de manière espérée, aura insufflé un peu d'inflation dans l'économie. Alors, vous êtes très heureux dans l'économie, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu le chantre d'une vaste escroquerie? Je vais donner quelques exemples. On nous a dit pendant tellement longtemps qu'il n'y avait pas d'argent pour lancer des plans pour ceci, pour cela, et puis tout d'un coup, en 2008, on a trouvé des milliards pour sauver des banques. On a dit qu'on ne pouvait pas avancer sur un certain nombre de plans parce que l'économie ne le voulait pas, parce que la main invisible du marché ne le permettait pas. Et on a vu des gens s'enrichir là-dessus en sous-main. On a vu les Goldman Sachs, on a vu un certain nombre de banques conseillées, j'allais dire, contre les valeurs de l'économie. Est-ce que vous n'avez pas justement le sentiment d'être ce chantre de quelque chose qui désespère les gens? Parce que d'abord, c'est terriblement compliqué, et puis c'est tellement compliqué qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui en profitent dans tous les sens, et pas dans le sens d'un côté un peu vertueux tel que vous voudrez le défendre.
D'abord, à titre personnel, j'ai beaucoup changé. Entre 2008, année au cours de laquelle je dirigeais la bourse, et maintenant, je suis un homme différent. Et un homme qui est plus conscient des réalités politiques que je n'ai pu l'être. J'ai été éduqué comme d'autres économistes dans une bonne école de commerce de l'ULB qui prônait l'économie équationnelle. Tout était mathématique et on est loin du compte. Alors c'est vrai qu'on peut vraiment s'interroger. Et je pense que ce à quoi on a assisté, c'est que la mondialisation s'est faite en grande partie au détriment des États. Et que les États ont été volontairement disqualifiés de cette mondialisation parce qu'ils ont pu, grâce à elle, continuer à bénéficier d'un système d'endettement. Ils ont eu accès au marché financier qui leur a permis de proroger un système de moindre rigueur. Et donc les États sont devenus maintenant prisonniers des marchés financiers et donc en fait prisonniers d'un écosystème d'entreprises mondiales qui est très puissant. Ça veut donc dire qu'au niveau européen, on doit avoir de véritables politiques industrielles. On ne peut pas maintenant abandonner le symbole, l'attribut régalien au motif que l'économie de marché va diriger le monde, parce que l'économie de marché, de manière spontanée, ne crée pas de l'emploi. Ce sont des choses qui doivent être articulées entre l'État et les entreprises. Quand on entend la Fédération des entreprises de Belgique, qui... c'est vrai, donne quelques signes de satisfaction de voir que la compétitivité des entreprises a un peu repris son rôle. On n'entend parler que de modération salariale. Alors, c'est très bien la modération salariale, mais si on perd son job, on n'a plus rien du tout. On ne parle jamais des coûts de l'énergie. On dit, et c'est une enquête de François Gillin, faite il y a 2 ans, il disait, bon là, les salaires c'est 1/3, le risque capitalistique c'est 1/3, et l'énergie pour faire fonctionner les entreprises c'est 1/3. L'énergie coûte beaucoup plus cher en Belgique que dans les pays voisins. Et là, on n'entend jamais les entreprises s'en plaindre. Est-ce que ça veut dire que les loups ne se mangent pas entre eux? C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à Electrabel, par exemple, de réduire le coût de l'énergie pour les entreprises? Mais ce qui a beaucoup augmenté en matière d'énergie, c'est plutôt le coût du transport que le coût de fabrication de l'énergie, parce que le prix de l'électricité a baissé de manière structurelle sur les marchés depuis quelques années. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation qu'on citait il y a 2-3 ans, qu'on cite beaucoup moins maintenant. Et pourquoi? Mais parce qu'on est encore dans un système de création énergétique sur base de matériel fossile ou de matériel nucléaire et qu'on est dans une phase de transition énergétique dont on ne voit pas très bien le contour d'ailleurs à long terme, mais c'est un véritable problème. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça sur la table et pourquoi est-ce que les entreprises allemandes ou les entreprises françaises payent moins cher leur énergie que les entreprises belges? Mais il ne faut pas oublier que les centrales nucléaires qui approvisionnent le marché belge en électricité pour à peu près la moitié de la quantité sont françaises. C'est une entreprise française, Engie, qui maintenant possède les centrales. Ça veut pas dire pour autant payer moins cher en France le coût de l'électricité aux entreprises françaises qu'aux entreprises. Je ne crois pas, mais ça pose rétrospectivement la question de savoir si vraiment c'était une bonne idée d'avoir notre parc nucléaire qui soit vendu, même si c'était une entreprise privée, à un groupe étranger. À mon avis, on n'aurait pas dû le faire. Alors une dernière question au niveau européen, Bruno Coleman, elle concerne le Brexit. Cela fait 3 mois, un peu plus de 3 mois d'ailleurs, que les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut être inquiet pour notre économie belge? Modérément. Je crois d'abord que les Anglais vont être gagnants du Brexit. Les Anglais avaient gardé leur devise, sortent maintenant de l'Union européenne, donc retrouvent une liberté, une latitude en matière d'impulsion économique, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre des politiques ciblées dans le domaine industriel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine agricole aussi, et ils ont déjà annoncé qu'ils le feraient. Alors c'est vrai qu'on va souffrir un peu en Belgique parce que les flux d'importation et d'exportation vont être peut-être de manière temporaire légèrement amoindris, mais je crois que personne n'a intérêt à soustraire de la croissance et qu'au rythme du dénouement des accords avec l'Angleterre et le Royaume-Uni, on va retrouver d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux qui vont s'y substituer. Donc je suis moins inquiet, mais le message important n'est pas là. Le message, c'est que c'est un choc de voir qu'une union peut à un moment être confrontée à la désunion. Et je vois le Brexit dans un contexte beaucoup plus large de pays qui, de manière centrifuge, commencent à quitter la cohésion sociopolitique, voire humaniste qui a fondé l'Europe. On termine, Bruno Coleman, avec notre question posée par vous, auditeur de la première et lecteur du soir. Elle concerne l'argent liquide, un type de paiement qui se réduit pour des raisons technologiques, mais pas seulement, Bruno Coleman. Alors, réduire l'argent liquide, est-ce une restriction de nos libertés ? Oui, je le crois, parce qu'on doit garder la possibilité d'avoir sa vie privée, qui ne soit pas pistable, traçable par une banque. Alors, il y a beaucoup de motifs qui conduisent à la disparition de l'argent liquide. D'abord, des motifs de fraude,
des motifs d'argent noir. Et c'est vrai que quand on voit les quantités de billets, les quantités de grosses coupures sont anormales par rapport à la circulation normale des flux de commerce. Il y a le fait que l'argent électronique se substitue maintenant à l'argent physique. Il y a aussi le fait que les taux d'intérêt deviennent négatifs. Et que donc, si les taux d'intérêt continuent à être négatifs, voire un jour soient imposés au compte d'épargne, des personnes retirent de l'argent et le mettent sous forme nominale physique dans des coffres plutôt que sur un compte en banque. Mais je crois qu'on doit absolument garder un espace de liberté. Et on sait que depuis l'entrée dans l'ère Google, dans l'ère Amazon, dans l'ère eBay, dans l'ère que sais-je, Facebook, en fait, nos actes sont pistés, sont presque préemptés, sont presque décortiqués à l'avance. Et donc, le fait d'avoir de l'argent liquide, ça fait partie, je crois, d'une liberté élémentaire. Eh bien, merci beaucoup Bruno Coleman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Benoît July et à Jean-Pierre Jacquemin. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre plateforme rtbf.be/ovio, sur le site de la première, sur le site du soir et sur le site rtbf.be/info. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.